Les Assises de l'immobilier de Metz 2021. Plateau 3. La démultiplication des modèles économiques dans l'intermédiation immobilière permet-elle de répondre aux nouveaux usages et aux attentes des clients? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, il est 9h pile et nous sommes ici en direct de l'Arsenal de Metz pour inaugurer cette troisième table ronde dans notre road trip aujourd'hui des assises de l'immobilier ici à Metz avec une dimension nationale. On l'a rappelé tout à l'heure dans le discours d'ouverture, donc on est ravis d'être avec vous. On est ensemble pendant une petite quarantaine de minutes et on va parler d'un sujet qui parfois fait un peu grincer. Donc l'idée, c'est de croiser nos expériences, de croiser nos savoirs et puis voilà, sans aucune langue de bois, d'échanger ici avec des professionnels pour parler de la démultiplication des modèles économiques, comme on l'a rappelé dans le jingle, dans l'intermédiation immobilière. Ça veut dire de parler des réseaux de mandataires, ça veut dire de parler des plateformes en ligne et des modèles hybrides. La vraie et bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout cela permet de répondre aux nouveaux usages et aux attentes des clients? Pour en parler, il est le président de Century 21 France. Laurent Vimont est avec nous. Bonjour. Merci Laurent d'être avec nous. Il est le président délégué de la FNIM. Julien Savelli est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Et enfin, le fondateur de la Maison des mandataires, Vincent Pavanello, est avec nous. Merci pour vos applaudissements. On va enchaîner tout de suite et je vais commencer par vous, Laurent Vimont. Laurent, clairement, tous ces modèles économiques qui n'ont qu'un seul but, finalement, effectivement, c'est bien évidemment de faire du business, de travailler, de développer des modèles économiques et de répondre aux attentes et aux usages du client. Quelle est votre analyse, justement, sur ces différents modèles dont on voit bien que depuis une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, ils se sont définitivement installés dans le paysage? Oui. Peut-être qu'il faut préciser qu'ils veulent tous devenir Uber, mais que souvent ils sont que Uber. Et que les licornes immobilières françaises ne sont pas forcément les immobiliers les plus performantes du monde. Il y en a une dont je tairai le nom là, qui a levé beaucoup d'argent, mais qui a dû faire, je crois, depuis le premier semestre de 2021, 52 ventes. C'est ce qu'une agence Century 21 fait chaque année en moyenne. Et je ne sais pas si l'usage des consommateurs est tout à fait intégré dans les stratégies de ces sociétés. Alors, on a beaucoup parlé des low cost. J'observe globalement que depuis une trentaine d'années, la seule façon de disrupter le marché, c'est de baisser ses honoraires, et que la seule façon d'être vivant, c'est de les augmenter. Et que systématiquement, ces agences qui attaquent le marché en disant « nous, on fera des forfaits à 990 €, où elles meurent, où elles montent à 4, 5, 6%, comme le font les gens qui existent depuis 30 ou 40 ans. Après, pour le consommateur, moi, je n'ai pas vu beaucoup de différences en termes de services. Il y a pas mal de communication, il y a pas mal de promotion, mais je n'ai pas la conviction que le consommateur soit au centre de l'intérêt que ces sociétés portent à l'immobilier. L'immobilier attire beaucoup de gens, c'est un marché qui est très porteur, mais pour l'instant, je n'ai pas vu un modèle qui se différencie. Peut-être un, c'est ceux qui font du rachat de biens au lieu de les mettre en vente. Dans un marché qui est haussier, on peut imaginer qu'il y a un intérêt ou un avenir. Dans un marché baissier, ça va être plus compliqué. Donc, je suis ce modèle-là. Pour le reste, je n'ai rien vu de forcément tellement différent que ce que je vois depuis 30 ans. Alors, on a évoqué tout à l'heure, ça mérite d'être clair dans votre introduction, on a évoqué les réseaux de mandataires. J'aimerais qu'on précise ce que ça veut dire un réseau de mandataires. J'aimerais aussi qu'on précise exactement ce que ça veut dire une plateforme en ligne. Et j'aimerais aussi qu'on précise ce qu'on entend par modèle hybride. Je vais vous donner la parole à vous, Julien Savelli. Effectivement, les agences immobilières, on va dire traditionnelles, ont un ancrage territorial très fort. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent, décrypter finalement ces différents modèles et en quoi finalement les différences existent réellement? Où y en a-t-il? Où il n'y en a pas? Très bien. La première chose, c'est pour répondre au thème général, avant de répondre à votre question, est-ce que les nouveaux usages répondent aux attentes des clients et des consommateurs? Je pense que si le consommateur utilise les services d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle répond à une demande du consommateur.
Si aujourd'hui, il y a des nouveaux services, alors je rejoins ce qu'a dit Laurent sur une chose, c'est que des annonces d'entreprises digitales, on en a tous les jours. Des levées de fonds, ça commence à devenir une habitude. Par contre, en termes de résultats effectifs, on a souvent des entreprises qui rapidement ne mènent pas à la réussite, n'ont pas de chiffre d'affaires et disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs sur le marché. Vous parliez tout à l'heure des réseaux d'agents commerciaux. Les grands réseaux d'agents commerciaux, c'est une nouveauté depuis 10 ans, ce n'est pas une nouveauté depuis cette année. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont pris leur place dans le marché et qu'ils répondent à une demande du consommateur. On peut parler des différences, et on va parler des différences qu'il y a entre ce que vous appelez une agence traditionnelle et ce qu'on peut appeler un réseau d'agents commerciaux. Ce qui est certain, c'est que s'ils sont là, s'ils sont sur le terrain, s'ils prennent des parts de marché, c'est bien que nous, à un moment, nous, quand je dis nous, ce qu'on pourrait appeler les agences traditionnelles, on ne répond pas à un besoin. Sinon, il n'existerait pas. Sinon, le consommateur ne l'utiliserait pas. Donc, je pense que si aujourd'hui les réseaux mandataires, comme vous les appelez, se sont développés, c'est parce que les professionnels leur ont certainement laissé de la place, et parce que le consommateur y retrouve quelque chose. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est bien, ça ne veut pas dire pour autant que c'est dans cette direction que tout l'immobilier doit aller, mais en tout cas, on ne peut pas nier, ça serait nier que de dire qu'aujourd'hui, le consommateur ne consomme pas l'immobilier, enfin l'intermédiation immobilière de façon différente. Alors, je voudrais qu'on continue juste sur cette analyse. Donc, si je traduis votre propos, les agences immobilières, on va dire traditionnelles, je ne sais pas si le mot est approprié, mais les agences immobilières, quelque part, ne se sont pas adaptées, soit en volume, soit en termes de réponse vis-à-vis des attentes des clients. C'est ça que vous dites? En fait, ce n'est pas qu'elles ne sont pas adaptées, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à la nouvelle concurrence. D'accord. Forcément, quand vous avez un nouvel acteur qui arrive, s'il prend des parts de marché, c'est que vous n'avez pas su vous adapter à sa concurrence. Ça ne veut pas dire que les agences traditionnelles sont finies, ça ne veut pas dire que les agences traditionnelles n'ont pas encore du chiffre d'affaires à réaliser. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, il ne faut pas traduire ma pensée. Ce que je veux dire, c'est que le constat, c'est celui-ci. C'est que si le consommateur utilise ses services, c'est qu'il pense que les services sont bons pour lui. Et si cet acteur est sur le marché, c'est bien qu'il y a un autre acteur qui s'est fait grignoter la place. Donc, il faut accepter. Ça s'appelle de la concurrence. Après, on pourra parler de la concurrence. On va en plein. Hein, parce qu'on est aussi cocu dans l'affaire. Et puis, on va surtout bien décrypter aussi les modèles. Je sais que Laurent voulait intervenir sur cet élément, mais je vais vous redonner la parole tout de suite après. Je voudrais donner la parole à Vincent. Vincent, fondateur de la Maison des Mandataires, modèle économique, définitivement, effectivement inscrit dans le paysage. Comment vous la définissez aujourd'hui? Comment vous l'interprétez? Alors, je sais que vous avez fait pas mal d'analyses, puisque vous êtes aussi à l'origine de la création de l'association La Real Estate, donc vous étiez très orienté sur ces nouveaux modèles. Quelques mots pour l'introduction. Bon, déjà j'ai bien fait de venir, parce que si on parle des mandataires, il faut en parler avec des gens qui les défendent et qui se sont intéressés de près au modèle. D'abord c'est pas un modèle différent, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je pense qu'il y a deux différences majeures dans le modèle des réseaux de mandataires. La première, c'est l'idée qu'on peut être un conseiller immobilier sans agence, sans lieu physique. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Et deuxièmement, que ce métier de conseiller immobilier, il a vocation à être fait par des indépendants et pas des salariés. Ça, ce sont quand même les deux différences majeures qui sont dans l'ADN des boîtes qui ont été créées. Excusez-moi, il a vocation à être fait par des indépendants et pas par des salariés. Et moins par des salariés. Alors, on va me dire, mais il y a aussi des indépendants dans les agences physiques. C'est très juste. Mais il n'y a que des indépendants dans les réseaux de mandataires. Et je pense que c'est la deuxième différence fondamentale. Il n'y a pas de différence, mais il y a deux différences. C'est ça l'intro? Vous avez des salariés et des indépendants. Vous dites qu'il n'y a pas de différence, mais il y a deux différences. Nous, on a des indépendants, uniquement des indépendants. Vous avez des indépendants et des salariés. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième, je pensais que c'était clair, c'est que nous, on n'a pas d'agence physique et vous, vous en avez. La deuxième chose que je veux dire sur la question, est-ce qu'on répond aux besoins des consommateurs? Oui, en partie. Je ne dis pas que c'est révolutionnaire, mais oui, en partie, notamment dans des territoires où il y avait peu ou moins d'agences physiques. Mais surtout, et c'est plus important, on répond aux besoins des producteurs. Et je pense que c'est ça le point clé. La force des réseaux, ça a été d'offrir une réponse complète, intéressante, qui fait du sens dans les rémunérations, à des gens, je vois beaucoup de jeunes ici, donc ça va leur parler, qui veulent être conseillers immobiliers, mais qui veulent être indépendants. Eh bien, je suis désolé, et je pense qu'on peut être d'accord sur ce plateau pour dire qu'à ce jour, et je sais que les réseaux physiques y travaillent, et c'est très bien, on en a parlé encore hier soir au dîner, à ce jour, la réponse la plus cohérente qui est faite à ces conseillers immobiliers qui ont un désir d'émancipation, d'indépendance, elle a été apportée depuis 10 ans par les réseaux de mandataires.
dans la rémunération, pardon, mais plutôt que 80-70% de la commission, là où les agents commerciaux indépendants dans les agences physiques sont quand même largement en dessous, même si ça a augmenté, et ça veut dire que la concurrence, ça sert à quelque chose, dans la capacité à utiliser une marque, etc. Donc oui, ça répond aux besoins des consommateurs. Les consommateurs, ils ont toujours raison. C'est ce que disait Julien, et je suis d'accord avec ça. Mais ça répond surtout aux besoins des producteurs. Et je pense que c'est ça le point sur lequel on doit réfléchir. Alors, on va rentrer dans le sujet. Réaction, Laurent Vimont. Il y a une troisième différence, c'est que dans les agences, ils ne payent pas pour travailler. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas de forfait mensuel pour accéder à une entreprise qui leur fournit un ensemble de bouquets de services. C'est une différence qui est fondamentale. Et puis que parfois, ils veulent me tuer 45% de 150 000 euros que 80 de 30 000. Mais c'est un autre sujet. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Julien et sur l'adéquation des modèles et du marché. Il y a un élément qui a été passé sous silence, c'est que ce qui a favorisé l'évolution de ces modèles, c'est le marché lui-même. On est passé de 700 000 transactions à 1 million de transactions. Et il ne faut pas se tromper, on n'a pas perdu de part de marché. Nous nous sommes adaptés, nous avons évolué, nous avons augmenté notre part de marché. Donc, personne n'a pris de part de marché à la profession qui était existante avant, il y a 10 ans. C'est pas vrai. Et la profession, que ce soit au travers de la FNAIM, du fichier AMEPI, des réseaux immobiliers, a même augmenté sa part de marché. On est passé de 40% dans les années 90 à 70% en 2010. Donc il ne faut pas dire que la profession ne s'est pas adaptée et qu'elle a régressé. Au contraire, le fichier AMEPI, je vais en parler maintenant, il a permis au contraire d'augmenter sa part de marché parce que le mandat exclusif a permis de mieux maîtriser le marché. Et c'est la hausse du nombre de transactions qui a permis à des acteurs d'émerger. Ce n'est pas le fait qu'on ait parlé de part de marché. Donc ça c'est un élément qui me semble essentiel. Et le consommateur, dans le débat, je ne sais pas s'il est mieux ou moins bien servi par un mandataire et pas un agent commercial. L'agent commercial, ça fait 33 ans qu'on en a dans le réseau, au moins 50%. Donc personne n'a inventé ce statut. Il existait bien avant que les mandataires s'organisent. La différence, c'est l'agence physique ou le virtuel. Et je suis désolé de tous les modèles que je peux observer aujourd'hui dans d'autres activités. L'association du physique, de l'agence. Alors, l'agent immobilier, si c'est un porteur de clés, il est mort. Si c'est un passeur d'histoire, il vivra longtemps. Mais l'association pour le consommateur de la vitrine physique reste un élément différenciant et rassurant. Et en termes de performance, puisqu'on parle de différence, de ce que j'ai pu lire dans les différents rapports qui ont été faits, le nombre de ventes moyennes qui est faite par un mandataire, c'est entre 3 et 3,5 par an. Bon, très bien. Ça fait quoi? Ça fait 35 000 euros d'honoraires par an. Dans une agence Sanctuaire 21, c'est 150 000 euros. Donc 80% de 35 000 contre 40% de 150 000, faites la différence. Alors, c'est très clair. Julien, une réaction? Et après, je voudrais qu'on parle aussi donc, de classifier les différents modèles. Juste une réaction. Je partage la vision de Laurent sur beaucoup de points. Cependant, je pense qu'on se ment un petit peu parce que dire qu'aujourd'hui, les réseaux de mandataires, les agents commerciaux, les nouveaux modèles, peu importe comment vous les appelez, n'ont pas trouvé de résonance, c'est vraiment nier une réalité. C'est-à-dire que j'ai pas dit ça. Oui, non, mais non, je ne dis pas ça pour toi. Ce que je veux dire, c'est que on peut ne pas être d'accord. On peut partager l'idée que effectivement, on a parlé du consommateur dans une première partie. Je parlerai là du professionnel. Je pense que sur la durée, et je pense que dans le développement d'une carrière, parce que beaucoup de réseaux disent on va vous aider à développer des carrières, mais dans le développement d'une carrière, je pense que le titulaire de carte professionnelle, je pense que l'agent immobilier est essentiel. Je pense que la formation réelle avec un professionnel expérimenté sur le terrain, qui en plus appartient peut-être à un syndicat professionnel puissant, etc., je pense que ça a de la valeur. Donc ce sont deux choses différentes. Et à l'intérieur de ces réseaux de mandataires, on retrouve aussi des agents immobiliers qui ont quitté leur boutique pour devenir mandataires. On a des gens qui commencent par être mandataires et qui ensuite s'intéressent à monter une structure. Et comme aujourd'hui la réglementation est faite comme ça, ils ne peuvent pas ouvrir d'agence, ils prennent une carte professionnelle. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on peut regarder ça de façon négative parce qu'effectivement, on a un problème de concurrence. J'espère qu'on va en parler avec ces nouveaux modèles. On a un problème de concurrence réelle, de concurrence déloyale et pas de concurrence loyale. Mais sur le fond, je pense qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui, un modèle détient la vérité. C'est pas possible. Sinon, c'est que le consommateur a rien compris. Et c'est que nous, on nie une réalité de terrain. Aujourd'hui, je pense que les modèles existent. Les parts de marché, je donne juste 3 chiffres, si tu es d'accord. Très intéressant. Ce sont des chiffres sur 10 ans.
La part des agences indépendantes, ce qu'on appelle agences indépendantes, c'est des agences qui ne sont pas franchisées. En 2010, elles avaient 32% de part de marché. En 2020, elles ont 28% de part de marché. Les agences franchisées, elles avaient 18% de part de marché en 2010. Elles ont 17,5% de part de marché. Mais ce qu'il faut regarder, les réseaux de mandataires, il y a 10 ans, ce qu'on appelait les pêcheurs à la ligne, et on appelait ça comme ça, hein. On se moquait d'eux il y a 10 ans. C'est vrai, on se moquait d'eux. Ils représentaient 2,7% des parts de marché. Aujourd'hui, 14,5% des parts de marché. Donc, on peut dire qu'il y a des choses à améliorer et qu'il y a des choses qui ne vont pas, on est très clair là-dessus, mais on ne peut pas nier l'évidence de la réalité de ce qu'ils sont aujourd'hui. D'où viennent ces chiffres, Julien? Ce sont les chiffres de la FNIM comparés aux chiffres de la Maison des mandataires. Et qui dispose d'une source permettant de donner le nombre de ventes par réseau? Expliquez-moi comment c'est possible. Non, ce n'est pas par réseau, c'est par type d'agence. Si, vous parlez par réseau. Qui aujourd'hui en France est capable de dire le laboratoire économique de la FNIM. Qui ça? Le laboratoire économique de la FNIM. Ah ouais. Ah bah écoute. Ok, non mais excuse-nous, hein, Laurent. Non, pardonnez-moi, messieurs. Je bats en retrait. Non, mais non, non, surtout pas. Non, surtout pas. Vous déconnez les mecs là avec vos chiffres, c'est pas possible. Alors, je donne 4 réseaux qui font déjà plus de 15% de part de marché. Que 4. On peut Century 21, Guy La Forêt, Nesten. Est-ce qu'on a les chiffres? On les a les chiffres? Laurent, on se donne des chiffres simples. Non, mais ils sont faux. Je veux pas avoir l'impression de défendre les mandataires, je veux défendre la réalité de ce qui se passe. Mais moi, j'attaque personne, je dis juste que ces chiffres sont faux. Orpi fait 45 000 ventes. C'est le directeur général d'Orpi qui me l'a dit. Oui. IAD fait 55 000 ventes. Oui. Voilà. Ça fait 5% du marché. Oui. Sur 1 million. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder aujourd'hui. Ça fait 5% du marché. Oui, pour IAD. Oui, Seulement IAD. Mais si on additionne les autres réseaux de mandataires, on aboutit à combien? Propriété privée, par exemple, ou d'autres réseaux mandataires. Est-ce que, Vincent, vous avez des chiffres? Non, mais c'est intéressant. La remarque de Laurent est bonne, au sens où... Et puis le débat est sain. Et je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, si tu permets. La vitalité d'une démocratie, c'est justement de pas forcément d'être d'accord et de pouvoir en débattre. Donc je trouve ça très sain quand nous ayons ce débat. Juste pour dire aux personnes, je trouve ça très bien et c'est une très bonne table ronde. Merci en tout cas à Laurent d'apporter la contradiction. Non, mais je trouve que la remarque et l'observation est bonne au sens où on manque quand même de chiffres. Alors, certains réseaux comme Century 21 appartenaient il n'y a pas très longtemps à des boîtes cotées qui publient chaque année des rapports annuels dans lesquels on a accès à un certain nombre de chiffres. Pour d'autres réseaux, c'est vrai que c'est plus compliqué à avoir. Et en ce qui me concerne, j'ai fait des estimations et j'estime effectivement avec une marge d'erreur à définir, franchement, on n'est pas à 1 ou 2% près. Et si à la fin de cette discussion, on se dit les réseaux de mandataires n'ont pas 20% du marché intermédiaire, mais ils n'ont que 18,5%, donc ils n'existent pas, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc moi, je pense que ça, c'est une bataille de chiffres qui n'a pas beaucoup de sens. Je suis celui qui a mis ces chiffres-là. Oui, avec d'autres sur la place quand publique. même, pardonnez-moi. Vous êtes un fils spirituel de Michel Mouillard, on appelle doigt mouillé. Pardonnez-moi. Oui, on peut. Mais c'est important parce que moi, je voudrais reprendre ce que nous dit Julien. On peut disserter de tout. Vous avez vu la pub sur la vaccination. On peut disserter de tout sauf de chiffres. Encore faut-il que les chiffres soient fiables. D'accord, soit fiable et qu'on se mette d'accord là-dessus. Apparemment, ce n'est pas tout à fait le cas. La FNIM dispose aujourd'hui d'éléments structurels sur le plan des données qui leur permettent quand même, Laurent, de donner des chiffres relativement réalistes. Je ne pense pas qu'avec le recul qu'a la FNIM et le laboratoire économique de la FNIM, on soit sur des chiffres tronqués, tu vois. Non mais, par contre, on peut tout à fait, par ailleurs, essayer de corroborer. Parce que moi, je retiens un chiffre. Laurent disait... On avait 700 000 transactions il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2015-2016, et on passe aujourd'hui à plus d'1 million de transactions. Et qu'effectivement, la croissance du marché fait émerger naturellement des appétences, parce que le business, c'est ce qu'il veut. Mais que comparer la part de marché qui appartenait aux agents immobiliers, etc., elle n'a pas baissé. C'est ça, en fait, le discours de Laurent Bimon. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un usage réel et pertinent dans la présence physique des agents immobiliers dans les territoires. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans les territoires. On le voit bien. Par contre, ce n'est pas opposable au fait qu'il existe des mandataires. Tu as rappelé cette réalité et c'est très clair. Il n'y a pas d'opposition. Ce qu'il faudra voir, ce qui deviendra intéressant, c'est quand le marché va se tendre. Qu'est-ce qui va se passer? Vers qui le consommateur va se tourner pour avoir de l'expertise, de l'expérience,
pour rencontrer des gens qui connaissent parfaitement un marché, vers qui vont aller les consommateurs? C'est ça qu'il va falloir voir. Parce que le marché, on l'a dit tout à l'heure dans les premiers plateaux, on voit que ça commence à ralentir, etc. Alors, c'est une petite baisse, mais suite à une très forte augmentation. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment où il faudra trouver de l'expertise sur le terrain? Vers qui ils vont se tourner? Moi, je veux pas employer le mot vitré parce que je trouve qu'il est un peu ancien, mais on va dire sur les agences de quartier, les agences qu'on connaît, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, on va se retrouver avec un marché différent et avec cette expérience qui permettra aux consommateurs d'avoir une boussole. Alors, je voudrais continuer sur un point. Vu le temps qui nous est imparti, j'aimerais bien qu'on passe une chose. J'aimerais qu'on raisonne statut et nature. Je m'explique. Le statut, c'est la relation contractuelle dans l'intermédiation entre, par exemple, l'agent immobilier et ses négociateurs, qui soient salariés ou indépendants. On sait qu'il y a une majorité d'indépendants qui travaillent comme agents co dans des agences immobilières. Vous confirmez ça, Laurent? Oui. Beaucoup. Donc, Majorité, je ne sais pas, mais ils sont nombreux. Ouais. Ok, donc ils sont nombreux. Ok, on va dire nombreux. Question, Laurent, est-ce que le statut des agents co dans une agence immobilière qui est physiquement installée est le même statut qu'un mandataire en termes ils sont travailleurs non salariés, ils perçoivent des honoraires. Ils sont agents commerciaux, travailleurs indépendants. D'accord, Ouais, comme les mandataires. Donc il n'y a pas de débat. La différence, c'est d'un côté un système qui a une carte professionnelle nationale et qui porte plusieurs dizaines de personnes sur tout le territoire, et de l'autre, et qui paye tous les mois pour travailler, il faut le rappeler, et de l'autre, une agence qui abrite des collaborateurs qui ont fait le choix de rejoindre l'entreprise, qui sont travailleurs indépendants, et d'ailleurs, s'ils ne l'étaient pas, il y aurait un problème de requalification avec les URSSAF, donc il faut être très prudent sur le sujet. Agents commerciaux, ça existe depuis 35 ans, donc le statut, ce n'est pas un débat. D'accord. Donc et c'est pas. Donc pour rejoindre ce qu'a dit Julien sur le marché, il y a une formule qui est importante à mémoriser, c'est quand la mer se retire, qu'on voit ceux qui ont un maillot. D'accord. Et là, la marée bateau est basse. Voilà, Laurent Vimont, le roi de la punchline. Alors Non, justement. Oui, applaudissements, forcément. C'est pas le sujet. Le marché, il a porté tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je ne veux pas, moi, être celui qui est contre un système ou un modèle qui existe et qui a trouvé sa place. Qu'est-ce que Et, ce serait et si le vous marché, Laurent, je peux être plus méchant. Non, mais Laurent, Qu'est-ce que ce serait si vous non, mais vouliez Laurent, bien plus, vous ne savez Laurent, pas à quel point. Laurent, c'est pas une Ce guerre que je de- dis juste, c'est Ce que que je veux dire, c'est que tu le marché te a protèges porté pas derrière une guerre même de des chapelle. agences immobilières traditionnelles. Non, mais- Il a porté tout le monde. Laurent, Point. t'as pas un point de vue, non mais parce que ça serait mal te connaître, tu n'as pas un point de vue dogmatique, Non. tu as ton analyse, tu as ton avis. Juste, j'aime pas qu'on surestime les chiffres. C'est pas une guerre de Voilà. chapelle en fait. Non, ils existent et puis c'est des gens respectables. J'ai rien contre du tout. Moi, je dis juste que il faut pas dire n'importe quoi sur les chiffres et surestimer et jouer à la grenouille et au bœuf. Alors justement, Vincent, j'aimerais qu'on parle, alors peut-être on va en discuter, on parlait des réseaux de mandataires, on y reviendra bien évidemment. C'est quoi les plateformes en ligne? Alors, juste, je réponds. Alors, oui, rapidement. Laurent Vimont a été très inspiré par toute l'actualité sur Bernard Tapie et donc il surjoue un peu le côté provocation. Je ne crois pas que ça fasse avancer le débat, très franchement. Et je vous le dis du haut de mes 28 ans, je pense qu'il y a mieux à faire dans cette industrie que de remettre en cause les chiffres. Sur le côté, ils payent pour travailler. Je pensais qu'on avait dépassé ce débat. Je crois que si on veut ouvrir une agence Century 21, Guy Hockey, Orpi demain, le coût d'entrée de la licence, il n'est pas gratuit non plus. Il est même très cher. Mais non seulement c'est faux, à mon avis, et c'est une erreur d'aller là-dessus, et je pense que c'est un mauvais raisonnement, puisque justement, et c'est ça qui devrait vous intéresser, vous questionner, c'est là que je comprends pas votre réaction. C'est justement parce que les réseaux de mandataires ont imaginé un système sans barrière à l'entrée qui fonctionne, versus des gens qui, avant, effectivement, ouvraient une agence, mais avec des coûts importants d'investissement qui sont bien autres et bien différents de ce qu'il y a dans le monde des mandataires. Et donc, non seulement ils ne payent pas pour travailler versus vous dans lequel tout serait gratuit, ça c'est une caricature. Et deuxièmement, c'est tout l'inverse de la philosophie de ces réseaux, tels que moi je les ai compris, c'est-à-dire d'ouvrir le jeu, de baisser et de casser les barrières à l'entrée et de dire effectivement à presque tout le monde, tu veux être entrepreneur, tu veux faire ce métier de conseiller immobilier, viens dans mon réseau, je vais t'offrir toute l'infrastructure et je vais agir avec toi comme un incubateur d'entrepreneurs. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qui est important. Alors réponse. Et c'est là où on a une fondamentale différence, je pense. C'est ce que vous dites quand vous dites on ouvre. Ouais, mais le métier d'agent immobilier, c'est pas un métier qu'on ouvre comme ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous en parlez comme si on pouvait faire ce métier comme ça, du jour au lendemain, facilement, et que nous, on était des vieux râleurs, et qu'il ne fallait pas garder cette volonté de professionnaliser les choses et d'avoir un minimum de capacité, un minimum de compétences, un minimum de formation pour démarrer ce métier. Et là, c'est une fondamentale différence. Parce que
je ne critique aucun modèle, qu'on soit bien clair. Et je pense que je l'ai prouvé dans la première intervention. Mais aujourd'hui, une partie des gens à qui on fait croire qu'ils vont devenir des professionnels de l'immobilier s'écrasent. C'est des gens qui perdent du temps dans leur carrière professionnelle parce qu'ils ne réussissent pas. C'est des gens à qui on fait croire qu'effectivement, en payant une somme modique, ils vont pouvoir avoir des services et pouvoir devenir des professionnels de l'immobilier, avoir quelques formations en visio, etc. et aller sur le terrain et devenir des milliardaires. Ben, franchement, je pense qu'on leur ment. Et ça, c'est de la chair à canon, ça s'appelle. Ça s'appelle de la chair à canon pour grossir les rangs de réseaux. Voilà. Mais dans le même temps, qu'on soit bien clair, on connaît tous des agents commerciaux qui travaillent dans ces réseaux mandataires et qui sont des bons professionnels sur le terrain et qui se forment et qui travaillent, etc. Je ne veux pas noircir les choses, mais c'est une réalité. Je pense que c'est une réalité. On vend un peu quelque chose qui n'existe pas. Le métier d'agent immobilier, c'est dur, ça prend du temps pour le faire, ça demande de l'expérience, ça demande de la formation constante et ça demande, je suis désolé, un titulaire de carte professionnelle présent, qui connaît ses équipes et qui suit ses équipes. Voilà, merci pour le courage. Je voudrais, pour bien équilibrer le débat, vous préciser qu'il n'y a pas eu de volonté dans cette table ronde de prendre au piège Vincent Pavanello, que je connais depuis plusieurs années. Non, mais voilà, je vais faire mon journaliste juste 2 secondes pour bien remettre les pendules à l'heure. Il y a eu d'autres invitations qui ont été faites. Vincent a eu le courage, oui, d'affronter le débat, de venir et de défendre sa position, qui est tout à fait respectable. Et vraiment, voilà, ça te fait honneur, Vincent, de le dire. Alors, je vais te laisser répondre pour que tu aies vraiment le temps de répondre à ce que vient de nous dire Julien. Il n'a pas tout à fait tort quand même, pas exagéré, parce qu'on a quand même fait sur Radio Imo quelques sondages, notamment sur ce que dit Laurent par rapport à la proportion des honoraires. On peut dire, vous savez, il y a une règle que me disait ma grand-mère, il vaut mieux prendre peu de beaucoup que beaucoup de rien du tout. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux donner 70% de la com sur une com à 30 000 €, sauf que effectivement, et je l'ai vérifié chez Century 21, c'est beaucoup plus en fait. Même s'ils sont 20 à l'entrée, 20 à la sortie, ou 25 à l'entrée, ça dépend du mode de rémunération qui est fait par l'agence, et que proportionnellement, on a des niveaux de revenus, franchement, hein, fais-moi confiance, qui sont sans appel. Voilà, ça demande une réponse. Voilà. Je connais ça et je l'ai écrit. Le revenu moyen des mandataires est sans appel par rapport au revenu moyen d'un agent co, par exemple, un réseau comme Century que je connais bien, mais je peux prendre aussi le cas de Julien et d'autres. Alors, voilà. C'est juste, il faudrait quand même affiner au moins, je pense. Mais est-ce qu'on est d'accord au moins sur le point de vue là ? On est tout à fait d'accord. On gagne mieux sa vie comme agent co sur les alors, c'est pas un avis, c'est les chiffres qu'on a analysés avec les demandes. Ils ne sont pas sur les mêmes territoires, premièrement. On a une proportion de gens qui sont à mi-temps chez les mandataires qui est beaucoup plus importante que dans les agences, deuxièmement. Et donc, effectivement, quand on affine avec ces 2 paramètres-là, il reste un écart de revenus moyens. Ce n'est pas moi qui vais le contester. Simplement, si le modèle, encore une fois, je pense que c'est toujours de se poser la question côté producteur, si les agences avaient trouvé une réponse à ces indépendants, bah, ils ne seraient pas 40 000 à aller dans les réseaux de mandataires. Et alors, je réponds à ce qui était le point de Julien, qui était une bonne objection. Est-ce que les réseaux de mandataires doivent retravailler parfois ou être plus clairs sur la promesse qu'ils font aux gens qui les rejoignent ? Je dis oui. Ah oui. Je dis oui. Bien sûr. Je dis oui, il faut être plus clair. Il faut expliquer ce que c'est la vie d'entrepreneur, les coûts certains et les revenus incertains, comme disait Ricardo. Il faut être peut-être plus clair sur la promesse. Est-ce que les réseaux de mandataires doivent être meilleurs dans la formation ? Je réponds oui aussi. Mais là où je vais être complet, si on pense que la question de l'expertise de la formation, elle se pose que chez IAD Safety et les autres, et qu'on pense que dans tout le reste du secteur, il n'y a pas de sujet de formation, d'expertise, de professionnalisme, de transparence dans les honoraires, on se trompe aussi. Okay. L'enjeu de l'expertise, de la formation, du professionnalisme du conseiller immobilier, il se pose pour toute la profession. Et avant même que les mandataires existent, parmi les professions les moins aimées des Français, il y avait les agents immobiliers. 20 ans plus tard, on y est encore. Donc ça veut dire que l'enjeu, il est pour toute la profession. Et là, je ne comprends pas les bisbis qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Pour moi, l'enjeu, c'est de montrer aux Français que peu importe la carte qu'on a, peu importe Century 21 ou IAD ou que sais-je, est-ce que je suis un bon conseiller ou est-ce que je suis un mauvais conseiller ? Et là, le champ, et j'allais dire la marge de progression en matière d'expertise, elle est immense. Elle est immense et à mon avis, elle est historique puisque, comme rarement auparavant, je trouve que l'objet logement est un objet qui se complexifie de plus en plus. Donc c'est une opportunité énorme pour les agences traditionnelles, pour les mandataires, d'augmenter leur niveau de jeu,
de muscler leur jeu, comme dirait l'autre, pour répondre aux besoins du client, mais ça concerne tout le monde. Merci Vincent. Parole à vous Laurent Vimont, mais je voudrais quand même qu'on parle des plateformes en ligne et des modèles hybrides pour qu'on comprenne bien. Sur le sujet de la compétence, il faut aussi rappeler qu'il est plus facile de former quelqu'un qu'on a sous la main dans une agence immobilière avec une équipe commerciale et un manager que quelqu'un qui est managé à distance, 200, 300, 500 km et qui n'a comme formation qu'une vidéo en ligne ou une plateforme en ligne de formation. Donc, le sujet de la formation, il est important. On s'en est emparé il y a des années. Je pense qu'on ne peut pas comparer forcément le niveau de compétence des uns et des autres parce que dans un cas, il y a des gens qui sont suivis, qui sont formés, qui sont accompagnés, qui sont managés et dans l'autre, ils ne le sont pas du tout. Donc, sûrement que la profession a de gros progrès à faire sur le sujet. Je pense qu'elle n'a pas attendu les mandataires pour se remettre en question. Jean-François Buet a été de ceux qui ont réussi à imposer dans un texte de loi que la formation soit obligatoire pour tous les commerciaux. Et ça, c'était un pas super important et régulière. Donc, je pense quand même qu'il y a une vraie différence, en tout cas dans l'exercice de la profession. Oui, ce que je voulais dire, juste pour compléter ce que dit Laurent, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les mandataires, en arrivant, ils ont l'impression de dépoussiérer l'immobilier, sauf que l'immobilier, même si on peut le trouver poussiéreux, ce sont les professionnels qui ont voulu qu'il y ait une loi qui réglemente, et on a eu la loi Hoguet. Ce sont les professionnels qui sont organisés pour créer les garanties financières, et on a eu l'obligation des garanties financières. Comme l'a dit Laurent, c'est Jean-François Buet qui a créé le code de déontologie de la FNIM et qui ensuite est devenu le code de déontologie de toute la profession dans la loi Allure, la formation obligatoire et la protection des titres, et demain peut-être le caducé de la profession. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'attend pas un concurrent pour pouvoir se réformer. Mais encore une fois, c'est différent, c'est très différent de vouloir organiser et de vouloir professionnaliser des chefs d'entreprise titulaires de cartes professionnelles et de toutes les contraintes qui vont avec, et de tous les avantages aussi, et de vouloir réglementer des agents commerciaux indépendants qui n'ont finalement aucune responsabilité professionnelle sur la partie engagement entre les parties. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Alors, on va juste préciser, Laurent Vimont, chaque agence immobilière a une carte professionnelle, on est d'accord? Est-ce que les agents commerciaux, les négociateurs, sont eux aussi titulaires d'une carte professionnelle? Oui, ils doivent avoir une carte pour exercer, oui. D'accord. Mais pas la même que celle de l'agence. Oui, pas la même que celle de l'agence. Première chose. La deuxième chose que je voudrais qu'on évoque, et je demanderais à ce qu'on prenne un tout petit peu plus de temps aussi pour ça, c'est quoi une plateforme en ligne? Alors, peut-être juste pour revenir sur le sujet qu'on évoquait sur la formation, il est évident que l'image n'est pas bonne, mais moi, j'ai rien contre les mandataires. Je dis les choses sans langue de bois, comme je les ressens. Henri Buzy-Cazot, qui est ici présent, c'est ce que je pense, et on a débattu longuement, souvent du débat sur la lumière. En fait, moi, les mandataires, ça m'excite. Parce que c'est tous les matins, je me dis comment je vais leur botter le cul, vous voyez. Et vis-à-vis du réseau Century 21, non mais... Qu'est-ce qui a fait monter le niveau de service de G7? C'est Uber. Ben voilà. Vrai, donc, c'est vrai. pour nous, c'est une façon de se réveiller, on nous pique les fesses et puis on repart au combat, quoi. C'est comme ça. Mais moi, j'ai rien contre vous. Je veux juste préserver, développer, conquérir avec Century 21. Et sur les plateformes en ligne, alors ça, c'est le truc... Alors, c'est quoi une plateforme en ligne? C'est Salenzo. Voilà. On ne peut pas rendre le bien une fois qu'on l'a acheté. C'est le même concept. C'est en ligne. Alors, il y a des ventes aux enchères, il y a donc, en fait, on achète un bien. On a autant de services, mais on paye moins cher, mais il n'y a pas autant de services. Je pense que ça n'a pas encore trouvé son client. Est-ce qu'on a les chiffres là-dessus, Julien Savelli? Non, les chiffres qui ont été donnés par Laurent, on a les mêmes. Hein. D'accord. Il a cité le nom d'une marque qu'on ne citera pas aujourd'hui. On la cite pas? Pas moi non, mais... Non, mais moi je suis journaliste, je suis obligé de vous poser la question. De qui on parle? 52 ventes dans le semestre pour 300 millions d'euros levés. Ouais, et l'année dernière, 400 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. OK. Bon, on voit bien, d'accord, ok. Donc les fonds d'investissement je pense qu'il y a assez d'agents immobiliers intelligents en France. D'accord, j'ai compris. Pour faire en sorte que si ça avait marché, ce type de on parle des modèle, on l'aurait plateformes. déjà créé. C'est quoi un modèle hybride, Julien Savelli? C'est quoi un modèle hybride? Un modèle qui mélange à l'agence immobilière du coin, qui fait un angle, et le principe des mandataires ou des agents co. C'est quoi exactement? Alors je ne sais pas s'il existe. Vas-y. Hein?
En 2 lettres. En 2 lettres. Oui. Je ne sais pas s'il existe un En modèle 2 lettres, hybride. quoi. KW, par exemple c'est En ça, tout cas, il existe effectivement beaucoup de mouvements sur le marché et dans les organisations des agences immobilières. Et aujourd'hui, le modèle hybride, ça serait de dire, on a des agents commerciaux qu'on traite réellement comme des indépendants et pas comme des salariés déguisés à qui on donne les clés de l'agence, des permanences téléphoniques, la réception des clients, et puis on s'en sert parce que du coup, on a une masse salariale moins importante grâce au fait qu'ils soient indépendants. Donc, il y a traiter réellement l'agent commercial comme un agent commercial indépendant. Et de l'autre côté, avoir une vraie structure, comme une agence traditionnelle, comme vous les appelez, avec un titulaire de carte professionnelle, de la formation en interne. Voilà, je pense que c'est ça que vous voulez me faire dire, c'est qu'il existe un modèle, des modèles et des modifications de beaucoup d'agences. On en parlait avec des vieux et gros indépendants locaux qui font évoluer dans le bon sens, qui font évoluer leur modèle vers ça, en disant il y a des gens effectivement qui veulent aller vers l'indépendance. C'est une réalité. Tout à l'heure, M. Pavano parlait des gens qui sont... Un agent co, par nature, n'a pas de lien subalterne, me semble-t-il. Par nature, mais dans la réalité... Ou sinon, c'est requalifié, là, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. Hein. Non, mais ça, c'est une vision déformée de la réalité. D'accord, ok. C'est une vision qu'on retrouve dans beaucoup d'agences immobilières, qu'on a tous fait, et moi le premier. Alors, juste pour que je comprenne bien, je suis agent immobilier, je peux avoir 70 négos en agent co. Bien sûr. Même si mon agence, elle fait 50 mètres carrés. Ce qui est curieux, c'est que... Donc, en fait, le volume d'agents qui fait partie de l'agence, ce qu'on appelle le modèle hybride, en fait, c'est que c'est un peu comme des mandataires, sauf que leur lieu de ralliement, c'est une agence immobilière qui a pignon sur rue. Ce qu'on appelle les nouveaux modèles, le modèle hybride, en fait, c'est un vieux modèle qui existe depuis 40 ans aux États-Unis. Et si je ne me trompe pas, je ne veux pas me permettre de parler ni de Century 21 ni d'ERA, mais quand on voit une agence Century 21 ou ERA aux États-Unis, il y a 50 commerciaux, 60 commerciaux, si je ne dis pas de bêtises, dans une agence aux États-Unis. Ça peut être plus même. Il y a ça aussi en France. Donc en fait, c'est un modèle qui existe déjà. Et finalement, en France, les modèles américains de l'époque qui sont arrivés, Century, etc., ERA, sont venus s'adapter au modèle français de la petite boutique. Donc finalement, il n'y a pas de nouveau modèle aujourd'hui. Il y a juste finalement des modèles qui refont ce qu'ils font depuis des années et ils viennent le faire en France sans modifier. Voilà, il y a un très gros réseau avec qui on travaille beaucoup, puisque nous, on est présent aussi à Montréal, qui s'appelle Via Capital, qui regroupe au Québec 13 500 agences. Et chaque agence a en moyenne entre 70 et 150 négociateurs immobiliers, comme ils se définissent, et qui ont un statut d'indépendant. Et finalement, l'agence était une somme de services offerts à cette disponibilité. Vous en pensez quoi de ce modèle-là, Laurent? C'est bien. Non, mais c'est bien parce que ça existe depuis des années. Non, mais est-ce que chez Century, on pourrait voir ce modèle-là? On a une agence qui a 50 négos. La différence, elle est plus subtile que ça. Comme Julien dit, l'agent commercial permet d'avoir une masse salariale plus faible. C'est faux. On redistribue la même chose à un agent commercial qu'à un VRP une fois qu'on a payé les charges. Donc, c'est pas une histoire de charges, c'est une histoire d'avance sur commission, de salaire fixe plutôt, qui peuvent mettre l'agence en péril quand elle se trompe dans ses recrutements. Sur le sujet hybride, on a des agences dans le réseau qui ont plus de 70 collaborateurs. Donc, c'est pas un truc nouveau. La différence, et je reviens sur ce sujet, c'est que ces gens ne payent pas pour travailler tous les mois. Et qu'ils sont pris en charge par l'agence, sans ticket d'accès. Ils rentrent à l'agence, ils sont formés, ils ne payent pas leur carte de visite, ils ne payent pas leur pub, ils ne payent pas de forfait publicitaire, rien du tout. On les forme, on les fait réussir, ils deviennent un jour manager, patron d'agence, mais le modèle qui est arrivé en France récemment, c'est pas un modèle Century 21 du tout, puisqu'encore une fois, la différence, elle est philosophique. Ce que les Américains ont fait en fait à l'origine, c'est qu'ils ont voulu déporter sur les collaborateurs tous les frais commerciaux. Et ils se sont mis à faire payer aux collaborateurs la pub, les panneaux, les cartes de visite et machin. Et puis un jour, ils se sont dit, mais pourquoi je touche 40%? Il faut me donner plus. Et donc, il y a eu une surenchère de rémunération entre les marques immobilières américaines qui se sont mis à piquer les commerciaux. Et les commerciaux, ils se mettaient à faire de la pub avec leurs photos sur les panneaux. Et donc, ils se sont débauchés entre eux, en disant, tiens, tu as 70%, moi je te mets 80%, viens chez moi. Et comme ils supportaient tous les frais de com, la marque n'avait plus de valeur. Donc, c'est ça le sujet. Et le modèle d'agence immobilière en France avec 70 personnes, ça existe depuis 15 ou 20 ans. Je vous vois trépigner, monsieur Pamanello. Pas du tout. Non, mais ça m'amuse que Laurent a un rapport très érotique à ses concurrents, mais si j'étais malicieux, je dirais que le modèle qui est en panne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le modèle des réseaux de mandataires. Sur la question
dizaines d'agents commerciaux dans les agences. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est difficile de promouvoir un modèle et d'en faire la critique en même temps. Et c'est là que je pense qu'il y a quand même un grand écart. J'admire chez vous votre flexibilité, c'est-à-dire à la fois de dire c'est n'importe quoi d'avoir une carte T pour 100 agents commerciaux quand ça concerne les réseaux mandataires, et puis quand ça concerne une agence, là, par miracle, ce serait un peu mieux. Mais je referme cette parenthèse. Parlons de géographie, pas de nombre. Parlons de géographie, pas de nombre. On parle d'une carte pour la France contre une carte pour une agence. C'est pas la même chose du tout. Bah si, dans le modèle Keller-Williams, par exemple, il y a une carte par géographie. Pas que de mon modèle. Mais rentrons. Et après, là où moi je trouve qu'il y a un écueil, c'est qu'on ne peut pas dire à la fois on n'a rien contre les réseaux de mandataires, tout va bien, et dire ils ne sont pas les bienvenus à la FNAIM, et je le dis ici avec tous les représentants imminents de la FNAIM, ils ne sont pas les bienvenus à la MEPI, on les invite le moins possible. Je vois bien que là, m'inviter était déjà l'effort le plus important. Donc là aussi, je pense qu'il faut qu'on se dise les choses. Soit vous êtes contre le modèle et assumez-le franchement, et moi j'ai pas de problème avec ça, et la concurrence c'est sain, et franchement, je suis hyper serein quant au modèle que je défends. Soit vous avez rien contre ce modèle, et alors invitez-le dans ce que vous faites, et arrêtez de les laisser à la marge. Voilà, ça c'est aussi une petite remarque que je voulais faire. Alors, ce qui est bien, c'est de se remettre en cause un peu dans la vie, et je vous le dis avec la plus grande amitié, Cédric Claveau m'a demandé si ça me dérangeait que vous soyez invité. J'ai dit mais non, au contraire, on va pouvoir deviser, débattre, donc prenez pas tout comme une agression, et surtout ne vous victimisez pas. C'est insupportable ces gens qui se victimisent. On peut avoir un avis différent, critiquez-moi si vous voulez, j'en sortirai plus fort, mais arrêtez de vous victimiser. Vincent, on peut admettre parfaitement que dans un réseau immobilier de mandataires, les règles du jeu pour apporter des mandats au fichier MEPI ne soient pas forcément bonnes aujourd'hui et ne permettent pas l'intégration de ces mandataires indépendants et individuels dans le fichier qui a des règles du jeu qui ont été construites pour des réseaux immobiliers, agences immobilières physiques. Point. Il faut l'admettre, c'est comme ça. Malheureusement, ça arrivait un peu avant vous. C'est pas de ma faute. Alors, quand même. On est touché par la limite de temps. Je vais quand même faire une petite conclusion. Donc, je vais négocier 3-4 minutes supplémentaires. Moi, je vous connais bien, Laurent, et vous n'avez pas pour habitude, effectivement, de vous défiler devant un débat. Par contre, effectivement, il y a aussi certains patrons de réseau, de mandataires, qui n'auraient pas voulu forcément venir débattre avec Laurent ou d'autres personnes, etc. Donc, nous invitons tout le monde, effectivement, à pouvoir disserter. Là où vous avez raison, c'est que chacun définit des règles. La question de savoir si les mandataires sont bienvenus à la FNAIM, c'est une question qui est aussi légitime à se poser. Y a-t-il aujourd'hui des réseaux de mandataires adhérents à la FNAIM ? Il y en a un. En fait, à la FNAIM, il y a tous les modèles économiques, actuellement. Et ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours été. Non, mais est-ce que la FNAIM ferme ses portes au réseau mandataire ? La FNAIM ne ferme les portes à personne, mais la FNAIM a un modèle fédéral qui fait que l'entrée se fait par les chambres départementales. Donc si demain un réseau de mandataires veut adhérer à la FNAIM, il va dans sa chambre départementale, puisqu'il y a une seule carte professionnelle, et il fait sa demande. Aujourd'hui, on n'a aucune demande. Il faut coucher, il faut être dans les chambres. Aujourd'hui, on n'a aucune demande. Il faut coucher. Alors, vous avez rappelé, alors c'est un débat qui méritera de toute façon d'être nourri. En tout cas, je vous remercie vraiment d'y avoir participé. Je voulais juste préciser pour bien qu'on comprenne comment fonctionnent les réseaux de distribution et tous ceux qui font de l'intermédiation. Je voudrais juste qu'on rappelle aussi qu'il existe en France 2 modèles que j'aime beaucoup, moi particulièrement, qu'on appelle des modèles coopératifs. Vous savez, des coopératives, finalement, où un homme, une voix, un réseau qui appartient finalement à ces sociétaires. C'est le cas de Orpi, qui est la plus grande et la plus ancienne coopérative, dont je rappelle d'ailleurs que Orpi, à l'origine, c'est une création de la FNAIM aussi. Orpi, et dont un des présidents emblématiques est présent, je voudrais qu'on le salue, c'est Bernard Grech qui est avec nous. Applaudissements pour Bernard Grech. Voilà, un grand monsieur de l'immobilier. Il y a aussi un autre patron d'une coopérative qui s'appelle Réseau L'Adresse, Brice Cardi, qui va participer tout à l'heure à une table ronde, qui est avec nous. Brice Cardi, qui est avec nous. Applaudissements, Brice Cardi. Et je voudrais aussi dire la chose suivante, c'est que effectivement, vous avez différents réseaux de distribution à la faveur de l'émergence d'un marché qui explose, et vous l'avez rappelé très justement, tout justement, Julien. Mais je voudrais aussi qu'on remercie un président emblématique de la FNAIM qui a aussi, qui est à l'origine de la création de Bien Ici, qui était aussi un outil formidable, qui aujourd'hui est numéro 3 sur le podium, et vous tous, vous l'avez défendu haut et fort, qui est à l'initiative aussi du rapprochement avec beaucoup d'autres organisations, qui a renforcé l'école supérieure de l'immobilier, des chantiers incroyables, qui a marqué durablement sa présidence à la tête de la FNAIM. Je voudrais qu'on lui fasse un triomphe. C'est Jean-François Buet qui est avec nous.
Voilà. C'est important que nous ayons tous la reconnaissance des uns et des autres, puisque nous ne fonctionnons, comme dirait Messelser, le philosophe, que par une intelligence collective. Encore faut-il qu'on aille tous dans la même direction. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, mais que finalement, au bout du bout, eh ben, on loge les Français tous les jours. Et je voudrais vous en remercier. Je voudrais qu'on vous remercie, vous, Vincent Pavanello. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Maison des mandataires. Merci à vous d'avoir pris le courage de venir sur ce débat. Applaudissements. Voilà, applaudissements, bien évidemment, c'est le client rêvé pour la radio, mais on l'aime beaucoup. C'est Laurent Vimont, président de Santé Rue 21 France. Et enfin, un triomphe à Julien Sabelli, le président délégué de la FNIM. Alors, je vous attends tout à l'heure dans le plateau numéro 4 à 12h exactement, où se situe l'état du marché immobilier, facteur de stabilisation, avec des économistes. C'est tout à l'heure. Merci.